Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors, plus de 80% des grandes entreprises mondiales utilisent déjà une IA au travail. Un salarié gagne en moyenne 40 minutes par jour grâce à elle, mais un manager sur deux ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Dommage. Résultat, on a des algorithmes qui recrutent, évaluent, planifient, pendant qu'on se demande encore où sont passées les clés. Alors la question n'est pas de savoir si l'IA est entrée dans le monde du travail, bien évidemment, elle a déjà pris même l'ascenseur, mais à qui on va confier le volant. Alors pour en parler sans fantasme, sans panique morale, mais avec des faits, de la psychologie et un soupçon d'esprit critique, vous allez avoir deux conférences. On va commencer tout d'abord avec Yann Ferguson. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de Labor AI, docteur en sociologie à l'INRIA et chercheur associé au CERTOP, Université Jean Jaurès. Et cette présentation sera suivie d'une présentation de Jean Pralon. Vous êtes professeur de GRH à l'école de management Normandie et directeur de l'Institut EM-Road, qui, comme son nom l'indique, est un institut de recherche qui s'occupe de l'emploi, du travail et de la carrière. Messieurs, la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Tout d'abord, je voudrais faire quelques rappels pour dire pourquoi on se met à parler de l'intelligence artificielle au travail. Alors, je suis en train de vérifier en même temps qu'il y a les stats derrière moi, mais a priori, elles ne sont pas, donc je vais improviser. Depuis 2010, un certain nombre d'événements ont eu lieu dans la discipline qui existe depuis 70 ans. Vous savez que la première fois que le terme intelligence artificielle est apparu, c'était le 31 août 1955. Donc ça fait déjà 70 ans que l'intelligence artificielle essaie de développer, de formaliser l'intelligence humaine et de la mettre au travail. Alors depuis les années 2010, un certain nombre d'innovations très fortes ont fait dire aux experts et aux investisseurs que l'intelligence artificielle était à nouveau une discipline dans laquelle il fallait croire et investir. D'abord, en 2010, un véhicule autonome parcourt des dizaines de milliers de kilomètres sans accident. Un an plus tard, vous avez la victoire de Watson, qui est le nom de la super IA d'IBM, à Jeopardy, qui est un jeu que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'est un jeu où vous devez trouver les questions et on vous donne les réponses. Watson bat les plus grands joueurs de l'histoire de ce jeu dans les conditions du direct. En 2012, beaucoup plus important, beaucoup plus scientifique, le concours ImageNet, qui est un concours de computer vision, où la machine va s'avérer être capable de prédire l'objet présent ou l'entité présente sur une image, avec à peu près 77% de performance. Et enfin, 2016, le fameux 37e coup d'AlphaGo. AlphaGo, c'est un jeu de Go qui est à base d'intelligence artificielle. Enfin, c'est un joueur de jeu de Go qui va terrasser le plus grand joueur, un des plus grands joueurs de l'histoire de jeu, mais surtout va inventer un coup, c'est-à-dire va jouer un coup qu'on n'avait jamais soupçonné d'exister, mais en plus d'avoir un potentiel de réussite. Quand le coup est joué, toute la salle est hilar, persuadée qu'ils ont la preuve que la machine est stupide. Donc en fait, ces quatre événements ont ceci de commun que la machine a été capable de réaliser un ensemble de tâches que nous ne savons pas décrire. Nous ne savons pas décrire le comportement complet d'un véhicule en fonction de toutes les situations qu'un véhicule peut rencontrer sur les routes. Nous ne savons pas décrire comment nous apprenons la parole. Nous ne savons pas décrire comment nous reconnaissons le monde. Nous ne savons pas décrire toutes les probabilités de coups qu'il y a dans le jeu de Go. Il paraît qu'il y en a autant qu'il y a d'atomes dans l'univers, ce qui paraît beaucoup, mais c'est ce qu'on dit. Et voilà le sujet de l'IA aujourd'hui. Quand vous ne savez pas décrire une tâche, mais que vous avez des données qui caractérise cette tâche, en tout cas vous considérez qu'elle caractérise cette tâche, eh bien vous allez laisser l'intelligence artificielle, à partir de ces données, trouver sa propre recette pour réaliser la tâche. Et donc voilà depuis 2010 pourquoi on pense que l'IA peut travailler, parce qu'elle n'a pas besoin qu'on fasse un programme au sens traditionnel des termes, c'est-à-dire la recette de cuisine, vous avez simplement besoin d'avoir les données. Et donc depuis 2010, on considère que l'IA va pouvoir aller partout. Et voilà un peu une liste de tous les domaines dans lesquels on pense pouvoir mettre l'IA au travail. Automatiser les tâches répétitives, optimiser des processus, accélérer des processus, comprendre des phénomènes complexes, faciliter les opérations, faciliter la collaboration, faciliter le travail personnel, développer la créativité et la qualité de son travail, améliorer la sécurité. Les fournisseurs d'IA aiment bien vous dire la seule limite à l'IA, c'est votre imagination. On va se calmer un peu. On va se calmer un peu. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'IA, on est un peu dans ce qu'on appelle le biais de l'outil. Vous savez, le biais de l'outil dit que quand on a un marteau dans la main, tout ressemble à un clou. Et l'IA est dans nos vies depuis peu de temps,
mais tous les problèmes que l'on rencontre semblent être solubles par l'IA. Bon. On va quand même poser quelques limites à l'IA au travail actuel, mais pas forcément indépassables. D'abord, il y a la limite du défait humain. L'intelligence artificielle suscite en premier lieu une émotion très forte qu'il faut pouvoir essayer de regarder en face. Le problème de cette émotion, c'est qu'elle est souvent en dissonance. C'est-à-dire que face à l'IA, nous avons à la fois l'effet wow et l'effet wow. Nous sommes à la fois fascinés et en même temps inquiétés. Et donc, on doit avancer avec ce capital émotionnel qui est là. Et puis, il y a un enjeu de formation, sachant qu'aujourd'hui, les grands groupes, les grandes entreprises et les moyennes entreprises, les collectivités aussi, les grandes administrations de l'État, sont engagées dans des démarches d'acculturation. Et qu'il ne faut pas confondre avec la formation. L'acculturation, c'est comprendre ce que c'est l'IA. La formation, c'est acquérir les gestes professionnels dans son métier en lien avec l'intelligence artificielle. Et cette étape-là, elle n'est pas encore du tout documentée. Deuxième chose, il y a le défi technologique. On est sur un sujet d'innovation. L'IA n'est pas encore mature. Il y a des choses qui marchent, mais qui sont très chères à produire. Il y a des choses qui marchent, mais qui ne sont pas encore stabilisées. C'est performant, mais ce n'est pas fiable. Un peu comme une Formule 1. Donc, il y a ce sujet d'innovation. Et puis, il y a la nature de l'IA. L'IA est une technologie qui est probabiliste et dynamique. C'est-à-dire qu'elle produit un résultat par un calcul de probabilité statistique, et elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle évolue, parfois elle involue, par ce qu'on appelle l'apprentissage. Ce n'est pas vraiment ce qu'on est habitué à avoir de nos technologies. Nos technologies, on aime bien qu'elles soient prévisibles, dans leurs résultats et dans leur fonctionnement. Ce n'est pas le cas de l'IA aujourd'hui. Troisième chose, il y a le défi organisationnel. Vous savez qu'il faut des données. Et produire un système d'IA à base de données, ce n'est pas sans incidence sur le plan des organisations. Notamment parce que les données ne connaissent pas les organigrammes. Et donc, il va falloir créer une circulation de la donnée qui va remettre en cause les grandes séparations qu'on met dans les entreprises. Les séparations horizontales entre les services et verticales entre les niveaux hiérarchiques. Et puis enfin, il y a des niveaux qui questionnement écologique et éthique. Évidemment, l'IA a un impact écologique qui n'est pas du tout négligeable, voire qui va être exponentiel. Et les grandes entreprises se sont engagées, et de manière le monde économique en général, s'est engagé vers des trajectoires de transition. Il ne faudrait pas que la trajectoire de l'IA décroche de la transition. Il faut s'assurer que l'intégration de l'IA dans le monde économique ne dégrade pas la cohérence éthique du monde du travail. Malgré tout, on met un peu de l'IA partout et les choses ne se passent pas comme prévu. En 2013, vous vous souvenez, je vous avais dit 2010, Google Car, 2011, Watson, 2012, Jeopardy, 2013, concours 2012, concours ImageNet. 2013, cet article nous annonce que 47% des emplois américains pourraient disparaître en 20 ans. Donc évidemment, là, c'est un gros coup dur par rapport au futur du travail. On nous annonce que quasiment un emploi sur deux pourrait disparaître. Alors en 2013, ils n'ont pas d'IA dans les entreprises, donc ils vont aller dans les laboratoires, ils vont regarder ce que l'IA peut faire, mais ils vont surtout prêter attention à ce que, selon eux, l'IA ne saura pas faire à un niveau professionnellement satisfaisant d'ici 20 ans. Ils appellent ça des goulets d'étranglement à la frontière technologique. Bon, c'est un peu aride, on va appeler ça les incapacités de l'IA. Quelles sont les incapacités de l'IA en 2013 ? La perception et la manipulation, la dextérité des doigts, des mains, travailler dans des positions inconfortables, dans des espaces de travail exigus. Les artisans. Alors à côté, j'ai mis la photo qui n'est pas très scientifique, parce que c'est un anachronisme. ChatGPT n'existe pas en 2013, mais c'est un constructeur immobilier qui a habillé sa publicité en 2023 son bâtiment de cette publicité, et ChatGPT finit ce bâtiment. Et si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir en dessous, vos compétences sont irremplaçables. La manière de dire, vous avez beau savoir prompter, votre bâtiment n'avancera pas. Nos métiers ne passent pas dans le prompt. Deuxième limite de l'IA, et là vous voyez que ça a vieilli, l'intelligence créative. À chaque fois que vous êtes au travail et que vous rencontrez une situation qui n'a pas de solution standard sur étagère, vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir être flexible, vous allez devoir résoudre un problème. Et évidemment, troisième forme d'intelligence, puisqu'il faut être flexible et résoudre un problème, les questions humaines. Comprendre les autres, négocier, persuader, prendre soin des autres. Voilà le raisonnement de l'étude. Plus votre métier mobilise les incompétences de l'IA, moins vous êtes exposé à l'IA. A l'inverse, moins votre métier mobilise les incompétences de l'IA, plus vous êtes exposé à l'IA. Voilà ce que ça donne comme graphique, toujours en 2013. Du côté des métiers très exposés, transport, production, administration, vente, service. Pourquoi ? Parce qu'on estime que ces métiers, pour 70% des compétences de ces métiers, ne mobilisent pas les incompétences de l'IA. A l'inverse, du côté
des médecins, à part les médecins de l'imagerie médicale, hein, c'est ce que dit là l'article, art, éducation, ingénierie, management, peu exposés parce que seulement 30% de leurs compétences, parce que, pardon, 30% de leurs compétences peuvent être réalisées par l'IA. Donc la conviction qu'on avait dans les années 2010, c'est que l'IA allait chercher les métiers qui avaient une forte prévalence des routines. Et que les métiers peu exposés sont ceux qui auraient peu de routines, peu de tâches répétitives, de tâches mécaniques. On disait que pour les entreprises, c'était des gains de productivité et que pour les travailleurs, c'était une libération. Ils allaient se libérer de ces tâches qui ne leur permettent pas d'être véritablement humains. 10 ans plus tard, l'OCDE produit une étude qui reprend peu ou prou la même méthode d'aller regarder d'abord ce qui se fait dans les laboratoires. Et ils vont identifier 10 applications de l'IA qui ont connu les progrès scientifiques les plus significatifs. Je vous les montre. Et vous voyez que c'est assez éclectique. Quel est le point commun, nous dit l'OCDE? L'IA a beaucoup plus progressé qu'on le pensait sur les tâches cognitives non répétitives. Les tâches cognitives non répétitives. Premier renversement. Deuxième question qu'ils vont se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire en matière de compétences d'adultes? Donc là, ils vont faire une espèce de correspondance de matrice, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez, on verra dans les questions, qui les amène à dire que l'IA a progressé sur 5 compétences clés. L'ordonnancement de l'information, c'est la capacité d'un adulte à organiser l'information selon une règle qu'il a définie en avance. La mémorisation, c'est la capacité à retenir des éléments qu'on va pouvoir articuler ensuite dans une logique. La vitesse de perception, c'est la vitesse qu'a un adulte à identifier les similitudes et les différences dans un grand ensemble de données. La vitesse de structuration, c'est la capacité d'un adulte à identifier des unités de sens cohérentes et pertinentes pour son problème dans des grands ensembles de données. Et enfin, la flexibilité de structuration, c'est la capacité d'un adulte à identifier ces unités de sens pertinentes pour son problème dans un grand ensemble de données. Mais les données pertinentes sont masquées par des données divergentes, c'est-à-dire des données qui n'ont rien à voir avec votre sujet. Voilà sur quoi l'IA a le plus progressé. Troisième question qui se pose, sur quelles compétences d'adulte l'IA a le moins progressé durant cette période? La stabilité main-bras, la résistance, la force statique, la force dynamique et la force du tronc. L'IA a beaucoup progressé là. Elle a très peu progressé dans l'articulation d'une unité de raisonnement avec une unité physique. Nous savons faire des machines qui imitent la pensée, nous savons faire des machines qui bougent, mais nous savons très mal faire des machines qui bougent et qui pensent. Quatrième question, vous voyez peut-être venir. La première, c'était sur quoi l'IA a le plus progressé. La deuxième, c'était sur quelles compétences d'adulte elle a le plus progressé. La troisième, c'est sur quelles compétences d'adulte elle a le moins progressé. C'est qui mobilise les compétences d'adulte sur lesquelles elle a le plus progressé. Et bien là, l'OCDE nous dit que les 3 métiers qui sont les plus exposés à l'IA sont managers, directeurs généraux et ingénieurs. C'est mon moment préféré quand j'interviens dans les grands comités d'entreprise, dans les grands COMEX. Hein. Vous savez, les dirigeants, ils me disent « aidez-nous à accompagner les collaborateurs ». Voilà. Et après ça, c'est « aidez-nous ». Voilà. Aidez-nous. Bon, tout ça, c'est bien joli. Hein, ces travaux d'économistes extrêmement sophistiqués, extrêmement élégants, fins, que j'admire beaucoup. Mais maintenant, on n'est pas obligé de faire des pronostics et de prédire. On a la vraie vie. On a l'IA générative. L'IA générative, c'est un laboratoire vivant. Alors, c'est une forme d'IA qui ne résume pas toutes les autres, mais c'est celle qu'on a. C'est celle à laquelle on peut accéder. Pour la plupart d'entre vous, peut-être, l'IA, c'est un sujet de science-fiction. Désormais, c'est un sujet qui est peut-être dans votre poche. Vous pouvez solliciter l'IA. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec l'IA? D'abord, l'IA générative, c'est l'application, hein, ChatGPT, l'application qui atteint le plus rapidement de l'histoire les 100 millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inattendu. Hein. L'IA qui était supposée nous faire si peur, lorsqu'elle est là, eh bien, aucune application dans l'histoire du web n'a eu une adoption aussi rapide. Mais au travail, cette adoption, elle est secrète. C'est ce qu'on appelle le shadow IA. Le phénomène dominant de l'IA au travail, il faut bien le retenir si vous devez retenir une chose aujourd'hui, ce n'est pas un employeur qui propose à ses employés d'utiliser l'IA, ce sont des employés qui utilisent l'IA de manière discrète, en loose day, comme disent mes enfants. ChatGPT est devenu en 2023, un an après sa sortie, la première application Shadow IT du monde. Le Shadow IT, ça décrit le fait d'utiliser une solution IT, c'est une solution numérique, qui n'a pas été validée par la direction. Et que font les Français quand ils utilisent l'IA, quand on leur a rien demandé? Ben, vous pouvez voir qu'ils cherchent à gagner en productivité. Vous pouvez voir qu'ils cherchent à réaliser les tâches répétitives. Mais regardez, créativité, innovation, inspiration. On est bien sur des tâches cognitives de haut niveau, non répétitives.
Et comment l'utilisent-ils? Est-ce qu'ils délèguent des tâches à la machine pendant qu'ils font autre chose? On appelle ça le schéma automatisant. Ou est-ce qu'ils travaillent avec pour être plus performants, ou plus rapides, ou plus qualitatifs, plus créatifs sur leur activité, ce qu'on appelle le schéma augmentant? Eh bien, le schéma dominant aujourd'hui, c'est le schéma augmentant. Les gens utilisent l'IA en continu. Ils ne délèguent pas des tâches, ils travaillent avec. Le sujet de l'IA aujourd'hui, c'est de travailler avec, bien plus que de déléguer des tâches, en tout cas pour le moment. 45% des Français utilisent l'IA, ça date de mars 2025, pardon, donc on attend pour 2026, mais selon d'autres études, on aurait largement dépassé les 50%. 85% des 18-24 ans l'utilisent. 99% des Bac plus 4 l'utilisent. 65% de ces Bac plus 4 disent que la présence de l'IA générative sera un critère déterminant pour choisir leur futur employeur. Et pour cause, 51% disent qu'ils ne sauraient pas faire autrement. 43% des Français qui utilisent l'IA l'utilisent au travail et 29% disent qu'ils ressentent des gains de productivité supérieurs à 40%. C'est autodéclaré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à minima, il y a au moins un Français sur 5 qui utilise l'IA au travail. Sont-ils vraiment augmentés? Une étude a montré par exemple que les utilisateurs de l'IA sont individuellement plus créatifs quand ils utilisent l'IA, mais que ceux qui utilisent l'IA sont moins diversifiés dans leur production que ceux qui ne l'utilisent pas. Donc on est plus créatif individuellement, mais ce que l'on produit ressemble beaucoup à ce que les autres produisent avec l'IA. L'étude montre aussi que nous avons tendance à rapidement converger vers la proposition de l'IA, ce qu'on appelle la chambre d'écho algorithmique. Nous ne sommes pas des bons challengers. Nous sommes vite satisfaits de ce qu'elle propose. Quand nous travaillons avec l'IA, nous nous sentons aussi moins propriétaires de notre travail, moins auteurs de notre travail. Une autre étude assez controversée a évoqué le délestage cognitif. Notre cerveau, quand il voit l'IA, semblerait dire « chouette, c'est la pause ». Cette même étude a parlé de dette cognitive. Nous irions plus vite à court terme, mais quelques jours après, on aurait des difficultés à se souvenir de notre travail. Et enfin, une étude plus récente a évoqué la perte de compétences métacognitives. Nous sommes plus performants quand nous utilisons l'IA, mais nous sommes moins performants dans la capacité à juger cette performance. Nous sommes de moins bons juges de notre travail. Tout ça, ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des caractéristiques d'usage qui ne sont pas du tout encore pilotées, qui n'ont pas du tout encore été accompagnées, qui n'ont pas encore été du tout éduquées. En attendant, les gens utilisent l'IA et ça pose des problèmes de sécurité. Un prompt sur 12 dans le monde aujourd'hui contient des données sensibles. 45% de ces données sensibles sont des données clients, 26% sont des données employées. Donc là, on a un vrai sujet, évidemment, de sécurité. Enfin, les gens qui utilisent l'IA, paradoxalement, alors même qu'on dit que c'est l'avenir, eh bien, anticipent que ça va être mal vu. Par exemple, les Français pensent qu'ils ne devraient pas dire qu'ils ont utilisé l'IA pour écrire à leur manager. Ils ne devraient pas dire qu'ils ont utilisé l'IA pour écrire à leurs collègues. Et surtout, ils ne voudraient pas dire qu'ils ont utilisé l'IA pour avoir l'idée qu'ils viennent de présenter en réunion comme la leur. Aujourd'hui, les sujets l'IA, ce n'est pas qu'un sujet de productivité, c'est aussi un sujet moral. Les gens qui utilisent l'IA, dans la plupart des environnements de travail, pas tous, pensent qu'ils vont être perçus comme des tricheurs, comme des incompétents ou comme des paresseux. Donc le sujet IA n'est pas qu'un sujet économique, n'est pas qu'un sujet de garder son emploi ou pas, c'est aussi actuellement un sujet moral. Que vont penser les autres s'ils apprennent que j'ai eu besoin de l'IA pour m'aider? Cette étude, qui a été réalisée auprès de 50 utilisateurs intensifs de l'IA, des IA enthousiastes, montre les usages dominants. Sur quoi ils utilisent l'IA? Pour rechercher des informations, pour brainstormer, pour structurer des contenus, pour rédiger les premiers brouillons, pour embellir des textes, pour réviser des travaux. Voilà les points de vigilance qui émergent. D'abord, beaucoup de ces usages remplacent un réflexe social par un réflexe technique. On demandait aux collègues, on demande à l'IA. Deuxième chose, des points de vigilance sur la qualité. Ceux qui utilisent le plus l'IA l'utilisent non pas en tant qu'assistant, mais en tant que superviseur. Ils utilisent l'IA parce qu'ils ont besoin d'être rassurés sur la qualité de leur travail. Ayant besoin d'être rassurés sur la qualité de leur travail, ils sont beaucoup moins en capacité d'exercer un sens critique sur ce que l'IA leur a proposé. Et enfin, la reconfiguration des rôles professionnels. Vous avez des moins expérimentés qui utilisent beaucoup avec des moindres qualités d'évaluation du résultat du travail et des plus expérimentés qui auraient ces qualités, mais qui, eux, estiment ne pas en avoir besoin. Donc aujourd'hui, on a deux publics
qui sont en train de s'éloigner les uns des autres dans le même collectif de travail autour de l'IA. Je terminerai, pour laisser les places à mon collègue, par cette petite histoire qui est, peut-être vous avez connue. Vous savez, à Noël, il y a eu une publicité d'Intermarché qui nous a tous fait pleurer. En tout cas, il y a des gens, des Américains notamment, qui se filment en train de pleurer devant cette publicité, qui s'appelle Le Mal-Aimé. L'histoire d'un petit loup qui est rejeté par ses amis dans la forêt. Cette publicité a été un énorme succès international. 20 millions de vues uniques en 3 jours. 100 personnes à Montpellier ont travaillé dessus pendant 1 an. Une reconnaissance artistique et par les pairs extraordinaire. Au même moment est sortie une autre publicité 100% générée par l'IA, c'est McDonald's. 10 personnes ont travaillé pendant 7 semaines. 45 secondes entièrement générées par l'IA. Un échec public retentissant, évalué comme une des publicités les plus effrayantes et les plus pauvres artistiquement qu'on ait jamais vues, notamment dans la période de Noël où il y a beaucoup d'attentes. La vidéo est retirée rapidement. Ça nous amène à poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA? Qu'est-ce qu'on vise comme valeur pour l'aligner avec notre service, avec notre business ou avec l'intérêt général quand c'est le cas du service public? Est-ce qu'on veut être plus efficient pour réduire nos coûts? Je laisse toujours une faute d'orthographe pour montrer que ce n'est pas l'IA qui fait les slides. Donc, réduire nos coûts, meilleur rendement. Deuxième chose, être plus performant pour améliorer la qualité de nos services. On ne cherche pas à gagner plus d'argent, mais à faire un travail et à rendre un résultat qui est meilleur que les concurrents ou qui est meilleur pour les usagers. Ou enfin, est-ce qu'on veut être différenciant? C'est-à-dire, on veut renforcer notre identité par l'usage de l'IA. Aujourd'hui, ce sont 3 questions qu'on doit se poser. Un des gros problèmes de l'IA, c'est que le sujet de l'efficience remporte tout le sujet. Qu'on soit étudiant, qu'on soit un service public ou qu'on soit un acteur économique, qu'on soit à la production, on voit l'IA uniquement comme un gain de temps, comme si c'était la valeur cardinale du travail. Le travail n'est pas uniquement porté par le gain de temps, il est aussi porté par la qualité du travail et par le fait d'être reconnu pour ce que l'on a fait. Donc c'est un appel plutôt à regarder comment l'IA pourrait couvrir l'ensemble de ces 3 moteurs, je dirais, de la compétitivité, mais aussi ces 3 moteurs du sens du travail. Merci pour votre attention. Alors, je continue. On a fait les présentations, donc vous pouvez y aller. Ok, je continue. Alors, je vais vous parler de carrière et de rapport au travail. Depuis maintenant assez longtemps, j'étudie les parcours professionnels. Alors, une carrière, les sociologues que vous connaissez peut-être, comme Becker par exemple, nous ont dit que ça ne concernait pas simplement des parcours individuels. Une carrière, c'est passionnant en sociaux, en psycho, en gestion, parce que ça permet de comprendre les interactions entre certains individus et des groupes sociaux et les règles de ces groupes sociaux. Et il se trouve que les carrières, dans des temps que les moins de 20 ans, comme tu disais, ont pu connaître, avaient une particularité quand on parlait des cadres, mais même en général, elles étaient drivées par une règle simple qui était la mobilité interne et l'évolution hiérarchique. On a tous plus ou moins entendu parler de ça, et vous verrez que certains de nos étudiants sont encore dans ce projet-là. Ce modèle-là, il a une histoire, je ne vais pas vous le raconter maintenant, mais il avait plusieurs vertus. D'abord, il a apporté une socialisation, donc il a apporté une appartenance à un collectif. Vous savez, on a tous des amis qui sont des EDF, ou des Renault, ou des PSA, etc. Donc l'appartenance par une marque, ça veut dire des choses. On ne sait pas ce que fait le mec qui bosse chez EDF, mais il sait qu'il bosse chez EDF. Voilà. Deuxièmement, cette forme d'emploi durable permettait une évolution qui permettait de respecter plus ou moins le travail au sens de l'éthique productive. Alors pardon pour les termes un peu sophistiqués, mais l'éthique productive chez moi, c'est la capacité, pour faire simple, à s'endormir le soir en se disant qu'on a fait du travail bien fait. Est-ce que l'organisation permet de respecter l'éthique productive, c'est-à-dire notre éthique productive à nous tous? Qu'est-ce qu'un cours bien fait? Qu'est-ce qu'un article bien fait? Qu'est-ce que, etc., etc. On a tous une image de ça. Est-ce que le travail dans lequel les organisations se déroulaient permettait ça? Et puis, il faut aussi ajouter que ces carrières traditionnelles, elles étaient supportées par 2 grands imaginaires qui sont en train de changer, et je vais beaucoup vous en parler. Un premier imaginaire marxiste, évidemment, qui imaginait la révolution, et donc le travailleur comme héros futur de la révolution, et puis l'imaginaire catholique et chrétien qui imaginait le travail comme une forme de rédemption, les 2 faisant système. Vous savez, il y avait une France de dimanche matin à la messe d'un côté, au bistrot de l'autre, et réciproquement. C'était 2 Frances qui se regardaient de travers, mais qui se connaissaient, qui se fréquentaient, et les 2 faisaient système parce que les 2 partageaient
un imaginaire du futur possible et bénéficiaire, enfin un futur intéressant, la vie éternelle d'un côté, la révolution de l'autre. Et puis dans les deux, il y avait une éthique du travail, il y avait une représentation du travail comme activité de rédemption. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous raconter à quel point, évidemment, ces imaginaires-là et ces formes de carrière-là ont disparu, et à quel point elles sont en train de se reformuler. Et ce n'est pas un truc qui s'est passé ou qui va se passer, ça se passe maintenant. C'est en cours de reformulation. Pour le dire autrement, l'IA et plein de choses autour de ce qu'on appelle un peu emphatiquement le rapport au travail, le rapport au futur au travail, le futur du travail, pardon. C'est en train de reformuler le rapport au travail de nous tous, sans qu'on sache très bien comment et pourquoi. Et pour ça, je vous raconte 3 études. Et on verra après ce que ça nous apprend. On fera une espèce de synthèse de ça dans le détail. Première chose, quand j'interroge mes étudiants sur les activités qu'ils voudraient mener à l'avenir, et là je leur soumets des activités, et évidemment comme je suis fourbe, je leur donne des activités qui sont celles du manager, donc organiser le travail, diriger le travail, motiver des salariés, etc., etc. Et puis des activités différentes, gagner de l'argent, inspirer le travail des autres, avoir un impact écologique, enfin vous voyez ce genre de trucs. Quand je regarde la moyenne de mes étudiants, c'est pareil, c'est indifférencié. Et quand je différencie leurs réponses en fonction des origines sociales de leurs parents, eh bien il y a une différence. Quand les parents ne sont pas cadres, donc quand l'étudiant est venu ici dans un projet de carrière, disons de primo-accédant à un parcours de cadre, les activités qu'ils préfèrent, ce sont des activités de manager. En gros, ils veulent être managers, ils veulent la carrière traditionnelle. Quand les 2 parents sont cadres, les étudiants ne veulent pas être managers, surtout pas. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent avoir un impact sur les autres, ils veulent être inspirants et ils veulent que leur vie ait un impact sur la planète. Pour simplifier, dans l'espace imaginaire du parcours idéal de mes étudiants en école de commerce, il y a d'un côté des gens qui veulent être managers et qui viennent de milieux modestes et qui imaginent l'accession au parcours de manager comme la forme de la réussite la plus accessible pour eux. Et quand les jeunes viennent de milieux plus favorisés, ils veulent être ce que je vais appeler, sans que ce soit péjoratif, leader inspirant. Et encore une fois, ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, ou en tout cas pas complètement. Deuxième recherche sur un sujet qui n'a en apparence rien à voir. Avec un collègue, on travaille sur, figurez-vous, les carrières dans les réseaux criminels corses. Bon. Qu'est-ce qu'une carrière chez Max Weber? Une carrière, c'est une succession de positions, bien sûr, mais chez Max Weber, c'est aussi une position de statut. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment faire carrière, donc comment acquérir du statut dans les réseaux criminels corses, mais c'est aussi vrai dans n'importe quelle entreprise. Passer d'un poste à un autre, c'est changer de statut. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment on change de statut. Et on se dit, qu'est-ce qui fait le marqueur de statut qu'il faut acquérir pour avoir un meilleur statut et qui, quand on l'a acquis, montre qu'on est devenu un meilleur chef ou un plus gros chef? Eh bien, dans les réseaux dont j'ai parlé, vous le devinerez sans grande difficulté, c'est la peur. Qu'est-ce qui fait qu'on a un statut élevé? C'est qu'on fait peur à plein de gens. Qu'est-ce qui fait qu'on a un statut peu élevé? C'est qu'on a peur de beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait qu'on veut changer de statut? C'est avoir un peu moins peur, donc faire un peu plus peur. Et si on transpose ça dans le monde de l'entreprise, figurez-vous que c'est un peu pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir manager? C'est qu'on a un peu peur. Et que quand on est manager, on a un peu moins peur que quand on est manager. Et quand on est très très manager, très fort, très haut, on n'a finalement pas peur de grand-chose. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Donc, la question de la peur dans les organisations, c'est un sujet qui est à la fois un marqueur de statut, mais aussi un profond mobile pour agir et pour faire des choses, y compris pour aller vers un poste un peu différent. Vous verrez, je trace des points, et j'espère qu'à la fin, vous verrez la forme complète. Je reviens sur le continent. Avec quelques collègues, on s'est intéressé à une population particulière de jeunes dont on se rendait compte qu'ils étaient très diplômés, donc on parle de gens qui ont un Master 2, et qu'ils avaient des durées d'insertion particulièrement longues. C'était un peu comme des trous noirs, vous savez, dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, on adore dire qu'on a des taux d'insertion merveilleux, ce qui en général est vrai, surtout dans la mienne. Et par contre, dans d'autres, dont je pourrais citer les noms, il y a des trous comme ça. Il y a des gens qui ont tout pour s'insérer rapidement, leurs compétences, leurs origines sociales, tout ce que vous voulez, et puis ça ne marche pas, et ils ne s'insèrent pas. Bon. Donc on les a interrogés sur leur pratique de recrutement. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Question basique, est-ce que vous faites un CV spécifique pour chaque
offre auquel vous postulez, qui est une des consignes de base qu'on raconte à tout le monde. Réponse non. A. Est-ce que vous faites une lettre de motivation? Réponse non. Qu'est-ce que vous faites? Je reçois des offres tous les jours parce que je suis abonné à Indeed, enfin vous connaissez les sites, et donc je clique et puis j'envoie plein d'offres. Donc, question qui vient après, d'après vous, quand vous recevez une offre, elle vient d'où? Réponse, je ne sais pas. Et quand vous envoyez votre CV à une adresse mail ou à une adresse générique, ou quand vous cliquez sur postuler, sur Indeed, ou etc., qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Réponse non. Et là, on commence à se dire, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas là, exactement dans le registre de la pensée magique, tel que Marcel Mauss l'avait étudié dans des tribus et des peuplades un petit peu complexes. Bon. Donc vous commencez à voir apparaître l'histoire, la peur, la pensée magique, la transformation des imaginaires, et donc peut-être la reformulation d'un imaginaire fragmenté et différent, qui j'espère, et là j'espère que vous allez pouvoir un peu mieux comprendre là où je veux en venir. Est-ce que tu as la... Oui. Alors, ma slide est moche, et je l'assume complètement. Voilà maintenant où on en est, et j'espère que vous allez comprendre la mécanique que j'essaie de vous raconter. En fait, maintenant, on essaie de caractériser avec mes collègues le rapport au travail des Français, donc là je suis bien dans le rapport au travail des Français, à partir de 2 dimensions. La première que vous comprenez plus ou moins évidemment, c'est l'axe vertical, c'est l'employabilité. Employabilité, basiquement, d'un côté des compétences que j'ai acquises au fur et à mesure de mon parcours, donc quand j'ai eu plein de métiers, quand j'étais formé, etc., bon, je suis employable. Et puis aussi l'employabilité comme capacité à s'adapter, donc comme métacompétence liée à l'orientation. Je la fais courte, mais en gros, les gens qui sont en haut sont très employables, ils ont plein de compétences. Les gens qui sont en bas sont peu employables, ont peu de compétences. Ça, c'est l'axe, disons, de la raison, hein, c'est l'axe rationnel. En revanche, l'axe horizontal, c'est l'axe émotionnel, c'est-à-dire la confiance en l'avenir. En gros, et là, pour être volontairement confus, on a dit à nos répondants, avez-vous confiance en l'avenir ou pas? Question très confuse, à laquelle finalement on peut difficilement répondre. Est-ce que vous avez fortement confiance ou pas? Et grosso modo, ça nous construit un modèle dans lequel on a d'un côté des gens qui, ils sont à droite de mon schéma, ont fortement confiance en l'avenir, c'est-à-dire que pour eux, demain, va leur apporter des choses qu'ils n'ont pas encore, mais qui seront mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et puis, à gauche, des gens qui se disent que demain va les priver progressivement des choses qu'ils ont plus ou moins acquises. Donc vous voyez mes 4 patates, là, hein, ce sont les quatre clusters qui apparaissent principalement. En bas à gauche, des gens qui sont peu employables et qui ont évidemment peu confiance en l'avenir. Au milieu, des gens qui sont en gros le périmètre du salariat, c'est-à-dire des gens qui sont employés et qui ont des compétences et qui sont modérément confiants. Et en haut à droite, et c'est là que je voulais en venir, des gens qui sont, alors on les appelait avant-gardistes pour faire un peu chic, mais en fait je suis un peu moins optimiste que ça. Qui sont ces avant-gardistes et en quoi sont-ils en train de réinventer le rapport au travail et en quoi faut-il imaginer le rapport au travail justement à partir de ces 3 ou 4 sous-espèces-là finalement, hein, 3 ou 4 individus. Qu'est-ce qu'un avant-gardiste? C'est quelqu'un qui se dit « je suis tellement employable, tellement compétent et tellement confiant que je ne veux plus être salarié, je ne veux plus du monde de l'entreprise, je ne veux plus de la bureaucratie parce que, et c'est ça l'idée que je voudrais que vous reteniez, parce que c'est je vous disais, je trace des points et puis ça fera une histoire à la fin, voilà l'histoire, parce que finalement, d'un point de vue à la fois de compétence et d'un point de vue émotionnel, donc de confiance, il y a aujourd'hui, au fond, des gens qui se disent qu'ils sont du bon côté de l'algorithme et des gens qui se disent qu'ils sont du mauvais côté de l'algorithme. Des gens qui ont peur parce qu'ils se pensent du mauvais côté de l'algorithme et des gens qui n'ont pas peur et qui ont confiance à l'avenir parce qu'ils se pensent du bon côté de l'algorithme. Alors je refais mon histoire. Qu'est-ce qui fait que mes étudiants postulent n'importe comment et finalement ont, bien que très diplômés, bien que très rationnels, bien que très éduqués, un comportement par rapport à l'emploi et au marché du travail qui relève de la pensée magique? C'est parce qu'en envoyant un CV à une machine, ils se pensent du mauvais côté de l'algorithme. Et donc, ce n'est pas une question de probabilité pour eux par rapport à un marché du travail, par rapport à des compétiteurs, par rapport à des concurrents potentiels sur le même poste, parce que ça, ils ne le savent pas et qu'ils ne se posent même pas la question. C'est parce qu'ils se disent, de toute façon, je suis du mauvais côté de l'algorithme et quelque chose va se passer
le mana, vous savez, chez Moss, le mana, hein, la chose, quoi, le bidule. Bon, voilà, disons le bidule en français. Le bidule, hein, l'IA, la machine, la techno, le bidule va faire quelque chose de mon CV et de moi, et je n'ai aucune prise là-dessus, si ce n'est des rituels de postuler bêtement et méchamment. Alors, pas bêtement et méchamment, mais postuler, cliquer tous les jours, ça relève non pas d'une pensée rationnelle et magique, rationnel, pardon, ça relève d'une pensée magique qui est je fais quelque chose qui est une incantation pour que le bidule soit sympa et soit gentil avec moi. Ici, c'est la même chose pour mes chefs corses. Avoir peur, avoir moins peur, la peur, c'est être aujourd'hui du mauvais côté de l'algorithme, c'est-à-dire avoir perdu son statut. Et c'est là que je fais le lien entre le statut, la peur et l'algorithme. Avoir un statut aujourd'hui, c'est être du bon côté de l'algorithme, c'est-à-dire être du côté de ceux qui, même pas ceux qui le fabriquent, hein, même pas ceux qui le comprennent, mais simplement des gens qui se disent capables, compétents et confiants dans la capacité de ce nouveau monde fait d'algorithmes et de digitalisation, la capacité pour eux à être encore et toujours du bon côté de l'algorithme. Voilà ce que j'avais à peu près à vous raconter. Je vous dis un dernier truc, et après, bien sûr, on sera à l'écoute de vos questions. Il me semble que les trois dimensions que j'ai évoquées, qui sont la socialisation, l'appartenance à une entreprise, l'appartenance à un collectif, l'éthique du travail, l'éthique productive, et donc la capacité à respecter le travail réel par rapport au travail prescrit, et puis l'éthique productive, donc le sentiment de dire que ce que je fais ne nuit à personne d'autre. L'éthique sociétale, pardon, c'est de se dire ce que je fais ne nuit à personne d'autre. Ce sont les trois dimensions qui devraient structurer la satisfaction au travail. C'est ça en fait, hein. Être plutôt content au travail, c'est se dire j'ai fait des choses à la hauteur de mon éthique, j'appartiens à un collectif et je n'ai nui à personne. Voilà. Et ça, ce sont des éléments de sagesse qu'il faudrait utiliser quand on est manager ou quand on est dirigeant. C'est se dire est-ce que j'ai la sagesse de faire en sorte que quel que soit l'apport de l'IA, quel que soit l'apport de la transformation, les salariés que j'aurai n'auront pas peur, auront confiance, auront le sentiment d'être d'un côté raisonnable de l'algorithme, parce qu'on va cultiver chez eux des compétences et une éthique productive, l'appartenance à un collectif et une éthique sociétale, c'est-à-dire ne pas nuire, puisque vous savez, si j'ai bien compris, mais tu le sais mieux que moi, un prompt, c'est une bouteille de flotte, c'est ça, hein, voilà. À peu près. D'accord, donc c'est pas un litre, quoi, c'est une petite. Okay. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a une question là. On va ici, partout. Bonjour. C'est une question pour Monsieur Ferguson. Donc, je retiens que vous avez mis en miroir 2 études à 10 ans d'intervalle et que la première était complètement fausse par rapport à la seconde. Donc la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose, puisque d'ici 10 ans, de toute façon, on aura certainement encore complètement changé de prisme. C'est une bonne question. Moi, je suis sociologue et je ne produis pas ce type d'études, mais je les observe avec attention parce que d'abord, elles sont beaucoup regardées par le monde économique et par le monde politique, parce qu'on a besoin de repères chiffrés de ce type. Et aussi parce que voilà, elle relève de ce qu'on appelle l'économie de la promesse, c'est-à-dire on prédit un avenir. Moi, ce que je fais, c'est que je suis plutôt du côté de ceux qui observent le présent. Voilà. Généralement, ceux qui prédisent l'avenir sont assez courageux parce que c'est facile après de leur dire vous êtes trompés. Et en même temps, ils font ça à un pas de temps un peu raisonnable, hein, pour laisser le temps des cycles économiques. Mais ce qu'on regarde dans ceux qui utilisent ce type d'approche, c'est que souvent, elles se contredisent pas mal. Ceux qui observent sont plutôt assez cohérents. Voilà. Ils sont assez cohérents aujourd'hui pour dire que pour le moment, en tout cas, de ce que l'on observe, parce qu'évidemment, quand on observe le présent, on est un peu main liée avec le phénomène du présent. On a du mal à se projeter sur l'avenir. Moi, ce que je vois surtout, c'est beaucoup d'échecs de projets, beaucoup de projets qui ne sont pas déployés, mais aussi lorsque cette adoption elle est plutôt spontanée,
c'est plutôt des déplacements. C'est pas du remplacement, c'est du déplacement. On voit le travail se déplacer avec des vrais sujets par rapport à ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire une fois que le travail il a été déplacé, est-ce qu'il est encore intéressant au double sens d'intéressant. Intéressant matériellement, c'est-à-dire, maintenant que je le fais avec l'IA, est-ce que je gagne toujours aussi bien ma vie et est-ce que j'ai des perspectives? Est-ce qu'il est intéressant spirituellement? Alors, finalement, est-ce qu'il est porteur de sens? Il n'y a pas de réponse homogène, en fait. On voit que les réponses ne sont pas les mêmes en fonction du statut dans l'emploi, en fonction du degré de maturité. Beaucoup de jeunes sont contents d'avoir l'IA parce qu'ils se sentent réassurés. Voilà. Ceux qui sont moins jeunes et à qui on dit maintenant qu'il faut utiliser l'IA, eh bien, souffrent, eux, d'un écrasement d'un certain nombre de gestes professionnels qui faisaient sens pour leur métier, qu'ils ont acquis avec expérience, qui étaient source de prestige. Et on leur dit finalement, aujourd'hui, tu es moins dans le faire, qui est écrasé, qui est capté par l'IA et qui est fait très rapidement. Tu es plus dans la problématisation qui va être sous-jacente au prompt. On va problématiser la tâche et dans la supervision, l'interprétation du résultat. Voilà. Mais celui qui aime faire, celui qui est aimé mettre les mains, celui qui est aimé s'engager dans l'action, et c'est très important, hein, c'est ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire quand vous travaillez, quand vous êtes en action et que ça se passe bien, que vous êtes engagé, eh bien, vous perdez un certain nombre de repères temporels. Finalement, vous arrivez à 19h, vous dites waouh, ça fait 5 heures que j'y suis, je suis pas allé boire, je suis pas allé aux toilettes, j'ai pas mangé, etc. Je fallait passer un coup de fil, j'y suis pas allé, je vais me faire engueuler. Voilà, donc tout ça, ça écrase le temps, ça écrase les besoins physiologiques, ça écrase parfois la psychologie, c'est-à-dire que des fois, on travaille, on avait un problème personnel, et puis dans le travail, on s'est un peu oublié. Mais là, tout ça, c'est l'IA qui le fait. Et donc ce déplacement peut perturber ceux qui avaient affecté du sens dans cette tâche. Donc je pense que toutes les études sont utiles, à regarder avec précaution parce qu'on est sur un sujet sur lequel on a peu de recul. Il ne faut pas voir les prédictions de 2013 comme des erreurs, mais plutôt comme la volonté de domestiquer quelque chose qui n'était pas complètement connu, sachant que la méthode, elle, qui a été mise en place, elle était intéressante, elle a été beaucoup reprise par la suite. Bonsoir, c'est moi ici. Voilà. J'ai une question qui concerne l'IA. Nous faisons de plus en plus face à du deep fake. Concernant la gouvernance qu'il faut mettre en place, allons-nous être capables de mettre en place une gouvernance, des règles, des lois vis-à-vis de cette IA? Alors, l'Europe est en train de finaliser la mise en place d'un des règlements les plus exigeants du monde en matière d'IA. Et lorsque l'IA générative est sortie, je dirais l'architecture de ce règlement était déjà existante. Et l'arrivée de l'IA générative a précisément beaucoup inquiété les eurodéputés sur la diminution du coût d'entrée dans le deepfake. On est tous plus ou moins maintenant en capacité de créer l'image de quelqu'un qu'on aime plus ou moins dans une situation pour lui faire du bien ou du mal. Voilà. Généralement, le deepfake, on cherche plutôt à faire du mal ou en tout cas à manipuler une émotion, une opinion, etc. Donc c'est devenu très facile de créer une image ultra réaliste pour manipuler l'opinion. Et donc les eurodéputés ont voulu faire basculer cette forme d'IA, dite générative, dans ce qu'ils appellent les risques systémiques. Alors, finalement, si on peut, tout le monde peut faire des deepfakes, ce sont nos grands fondamentaux démocratiques qui sont menacés. Et donc ils ont voulu intégrer l'IA générative comme faisant partie d'une IA à haut risque, alors que c'était pas l'approche qui avait prévalu dans la conception de ce règlement. On ne cherchait pas à réglementer des technologies, mais des usages. Or là, on réglemente directement la technologie. Et donc ça posait beaucoup de questions parce que ça pouvait réduire la capacité de l'Europe à développer des IA dites souveraines, c'est-à-dire des IA européennes, et à limiter notre dépendance à la technologie américaine. Et donc il y a ceux qui ont dit il ne faut pas directement limiter la recherche et développement sur le sujet de l'IA générative sous prétexte qu'il y a des risques systémiques. Et d'autres qui ont dit si, il faut le faire. Donc c'est plutôt le camp du si, il faut le faire qui a gagné. Maintenant, ça dit qu'on va le réglementer, mais ça ne dit pas qu'on va être capable de l'identifier et d'avoir des technologies qui vont pouvoir dire de suite c'est un deepfake. On va imposer un code
mais pour l'instant, on n'a pas véritablement les moyens de notre code. Mais si on prend par exemple le code de la route et l'accidentologie, moi je suis né en 1980, il y avait à peu près 20 000 morts sur les routes à ce moment-là. Maintenant, il y en a à peu près 4 000. Donc il y a eu tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place pour que plus de gens respectent le code. Pour l'instant, on va avoir le code, mais on n'a pas encore tout à fait les moyens de le faire respecter. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez décrit une société assez primitive pour l'instant, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on assiste à une révolution d'une autre nature, dans le sens où c'est presque le passage des prokaryotes aux eucaryotes? Est-ce que pour vous, ces systèmes qu'on appelle IA actuellement ne seraient pas comme un proto-cerveau d'un corps social plus grand, enfin d'un léviathan, qui serait naturellement et nécessairement amené à se développer? Est-ce que vous avez des pistes de recherche là-dessus? Enfin, est-ce que l'ordre naturel des choses ne serait pas qu'un ordinateur ordonne parce qu'il peut intégrer plus d'informations, parce qu'il peut nudger avec plus de finesse les humains? C'est pas mon domaine de recherche. C'est pas mon domaine de recherche, mais en gros, le grand questionnement qui est un peu la ligne de partage dans la communauté, vous avez ceux qui considèrent l'IA comme une transformation technologique importante, mais pas nécessairement à la hauteur de ce que vous évoquez, c'est-à-dire un passage, une espèce de nouvelle étape dans la civilisation qui nous amènerait peut-être vers une perte de contrôle ou une transformation profonde de l'intelligence. Et puis il y a ceux qui effectivement y voient quelque chose de quasi évolutionniste, quasi darwinien, avec une transformation massive de notre civilisation. Comme il y a le terme intelligence, forcément ça cristallise. Il faut savoir que quand le document dont je vous ai parlé, le 31 août 1955, a parlé d'IA, l'année suivante, ils se sont tous retrouvés et ils ont remis en cause ce nom. Ils ont remis en cause ce nom. Certains le trouvaient trop flashy, voire trop prétentieux. Donc il y avait Automata Studies qui avait été proposé, et un autre qui était analyse de systèmes complexes. Voilà. On est d'accord que si ils avaient appelé ça comme ça, peut-être que ça n'aurait pas été un thème aujourd'hui. Pourquoi ils ont choisi ce nom? Précisément parce qu'ils voulaient nous saisir émotionnellement. Initialement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour organiser leur événement. Donc quand vous avez besoin d'argent, vous essayez de faire du marketing. Ils avaient besoin de 13 500 $ qu'ils demandaient à la Fondation Rockefeller. Voilà. Et donc ils ont dit avec IA, c'est sûr on va avoir les sous. Voilà. Et ils ont eu raison. Donc aujourd'hui, ils ont tellement bien réussi leur coup que 70 ans plus tard, on est toujours très très partagé par rapport à cette IA. Donc moi, je vais vous dire le point de vue un peu qui domine, je dirais, la science, je dirais, académique, c'est de dire c'est des transformations profondes, mais c'est pas voilà, on ne cautionne pas cette approche très transhumaniste ou post-humaniste, etc. Mais quand on va du côté des industriels, qui ont aussi des gens très compétents et très intelligents, eux, ils le portent très fort, à la fois parce que ça mobilise économiquement, il faut bien le dire, et en même temps parce qu'ils y croient très fort. Voilà. Donc, moi, je vous donne la réponse de l'académisme, mais je sais qu'il y a une autre réponse qui existe et qui n'est pas sans intérêt. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation enlevée et très claire. Malheureusement, on doit rendre la scène et ces slides qui ne sont pas du tout pourris, qui nous donnent envie d'être très avant-gardistes. Merci.